Entendu. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire animé par Christine aujourd'hui. Donc, nous allons dans un premier temps nous présenter, car on n'est pas des sauvages. Je suis Céline Saetti, fondatrice de la Rose des Ventes, un cabinet de conseil en stratégie commerciale. Et j'ai organisé également ces 2 jours de rencontre de la stratégie, des rendez-vous de la stratégie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine, qui va se présenter, nous présenter son webinaire. Voilà. Bonjour Céline et bonjour Pascal et Marie-Jo. Christine Danec, je suis donc consultante en ressources humaines et donc j'exerce depuis 3 ans maintenant sur le secteur de Mulhouse. Voilà, et donc je vais vous présenter donc ce sujet aujourd'hui du webinaire, donc comment développer et manager donc les compétences en 2020. Donc c'est parti. C'est parti. Ok, très bien. Voilà, donc aborder le sujet des compétences, c'est aborder le sujet de la formation professionnelle. Donc, je vous propose d'introduire ce sujet par un petit point justement sur les différentes réformes de la formation professionnelle, sachant qu'il y en a de nombreuses depuis plus de 45 ans, mais on peut noter qu'elles se sont vraiment donc accélérées ces 15 dernières années. Et notamment donc en 2004, donc on voit donc l'arrivée d'un droit à la formation tout au long de la vie. Ces dispositifs seront complétés donc en 2009 avec un focus un peu plus particulier sur tout ce qui va toucher à l'orientation, à la sécurisation des parcours professionnels. En 2014, on insistera aussi sur l'aspect, démocratie sociale, c'est-à-dire un droit à la formation, c'est bien, mais s'il existe pour tous, c'est mieux. Et donc, en 2014, on voit arriver donc ces nouveaux outils qui sont, par exemple, le compte personnel de formation. Le conseil en évolution professionnelle, par exemple. Donc, je dis toujours, je suppose que vous avez dû tous avoir déjà votre compte personnel de formation qui est ouvert. En tout cas, si ce n'est pas fait, c'est l'occasion de le faire et ça se fait de façon très simple, en fait. Il suffit d'avoir un numéro de sécurité sociale et un mot de passe et on peut le faire donc très rapidement. Voilà. Qui a ouvert son compte, d'ailleurs? Pardon? Qui a ouvert son compte parmi vous? Si c'était une démarche à faire de mon côté, je ne l'ai pas faite. D'accord, bah oui, c'est à faire de votre côté, effectivement. Mais ça n'est pas forcément fait par des anciens employeurs? Non, pas du tout. D'accord. Oui, oui. Non, non, il faut le faire soi-même. Donc, on va donc sur mon compte formation .gouv.fr. Il suffit d'avoir son numéro de sécurité sociale et on crée un mot de passe et on a accès à son compte. Et ça permet effectivement de voir de combien, en tant que salarié en tout cas, de combien d'heures on dispose, etc. Et ce qu'on peut effectivement mobiliser. Voilà. Donc ça fait partie des réformes de 2014, donc avec cette volonté justement que chacun puisse avoir accès à la formation, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Et donc on abordera un petit peu justement ces questions-là au cours de la présentation. En 2016, on va avoir notamment une évolution concernant la VAE, ce qu'on appelle la validation de l'expérience. Des acquis par l'expérience et notamment une réduction de la durée. C'est-à-dire que, par exemple, on avait besoin de 3 ans avant pour valider un diplôme. Aujourd'hui, avec 1 an d'expérience, on peut valider un diplôme. Donc, il y a des évolutions quand même très, très fortes. Et puis également, le fait de pouvoir passer simplement des blocs de compétences. Pas être obligé de suivre une formation complète, mais de valider simplement les blocs de compétences qui nous intéressent. Donc ça fait partie vraiment des évolutions qu'on va noter tout au long de ces réformes de la formation professionnelle. Et enfin, celle qui nous amène donc à aujourd'hui, qui est celle de 2018, qui porte le nom de liberté de choisir son avenir professionnel. Donc on voit qu'il y a vraiment une vraie évolution de la société et la formation effectivement est un levier, un facteur d'évolution extrêmement important et qui poursuit donc 2 objectifs. Effectivement, donc amener les entreprises à investir, on va dire massivement dans la formation de leurs salariés, mais aussi en tant qu'individu, avoir cette liberté finalement de choisir et de plus subir finalement son emploi. Donc c'est quand même une grosse évolution qui est effectivement introduite par cette loi qui porte effectivement l'ambition, on va dire, de la performance économique, mais également du progrès social.
Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter dans ce webinaire, en fait, 3 axes qui permettent de répondre finalement à cet objectif de comment on développe et comment on peut manager, mieux manager en tout cas les compétences en 2020. Voilà. Donc, un tout petit peu de théorie, mais rapidement pour démarrer la présentation, c'est effectivement quand on parle de compétences, qu'est-ce que c'est que la compétence? Donc, c'est toujours bien de définir le sujet que l'on aborde, hein. La compétence, c'est effectivement disposer d'un certain nombre de connaissances. Les connaissances sont acquises, je dirais, par la formation, par l'école. C'est des savoirs théoriques qu'on va effectivement acquérir. Quand on parle de compétences, il y a la notion de savoir-faire. Donc, non seulement j'ai acquis des connaissances, mais je sais faire en pratique et je sais mettre en application. Et puis, on a également la notion de savoir-être dans la compétence. Donc, savoir-être, si je suis par exemple vendeur dans un magasin, effectivement, je vais accueillir mes clients avec le sourire. C'est mieux. Surtout si on a envie de les faire revenir. Voilà. On parlera ce soir de ça après. Donc, c'est savoir-être, effectivement. Et la compétence, c'est comment j'arrive à mobiliser l'ensemble de ces savoirs pour les réaliser, on va dire, hein, dans des situations concrètes, professionnelles, les mettre en pratique et répondre finalement à des situations professionnelles de manière concrète. Donc, voilà comment on peut effectivement définir la compétence de façon relativement simple, hein. Voilà. Donc, quand on parle du volet ressources humaines, hein, puisque comme je l'ai expliqué, moi je suis consultante en ressources humaines, mais les ressources humaines, c'est un domaine qui est relativement vaste et notamment comprend 2 volets, on va dire. Un volet, on va dire plutôt opérationnel, avec tout ce qui va toucher à la gestion de la paye, du droit du travail, contrat de travail. Donc, c'est un volet plus opérationnel, plus administratif, et puis un volet plus fonctionnel qui est effectivement celui de la gestion des carrières, du recrutement, de la formation et qui porte finalement l'enjeu stratégique justement de la gestion et du développement des ressources et des compétences. Donc, pourquoi effectivement aujourd'hui, je dirais, aller vers cet objectif? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle nous y amène fatalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indicateurs que l'on a nous montrent un certain nombre de choses, notamment aujourd'hui, donc en entreprise, on est touché par l'absentéisme, par exemple, qui aujourd'hui touche effectivement bon nombre d'entreprises et qui nécessite aussi du coup, qui répercute des coûts financiers extrêmement importants sur les entreprises. Et puis, un sentiment de malaise, hein, on parle de burn-out, mais c'est vrai qu'on met un petit peu ce terme à toutes les sauces, donc soyons prudents sur l'utilisation du terme, mais en tout cas, on peut noter en tout cas un certain mal-être qui est quand même bien présent dans bon nombre de situations et vécu par de nombreux salariés. Donc aujourd'hui, du fait de cette situation, aujourd'hui, on est amené effectivement à revoir un petit peu ces missions hein, sur le plan des RH et de se dire effectivement, comment faire pour effectivement mieux développer les compétences des collaborateurs, mais aussi on a cet enjeu qui est d'améliorer le climat social, puisque les attentes des collaborateurs sont différentes, elles ont évolué. Et puis, comment faire pour mobiliser finalement le personnel, donc susciter la motivation auprès des collaborateurs et faire en sorte de les impliquer davantage dans le projet d'entreprise. Voilà un petit peu la situation. Et puis, on a également des facteurs qui sont aujourd'hui donc importants, c'est-à-dire que l'entreprise va toujours chercher à avoir le meilleur positionnement possible sur son marché. Simplement, ce marché est en constante évolution. Et il est impacté par des évolutions de différents ordres. On va noter des évolutions technologiques, notamment dans le secteur du bâtiment, par exemple, hein, où on a de nouvelles normes, de nouvelles exigences sur tout ce qui va toucher à l'énergie, par exemple. On a des évolutions réglementaires. À un moment donné, on se retrouve avec des produits qui sont interdits. Donc, tout d'un coup, effectivement, comment est-ce qu'on fait face à ces nouvelles réglementations? On a des métiers qui sont réglementés qui n'étaient pas forcément avant. Tout d'un coup, effectivement, on peut travailler, on n'a pas forcément besoin d'avoir des qualifications et des compétences. Et puis, tout d'un coup, il y a une réglementation qui arrive, on doit pouvoir s'adapter. La demande, on va dire, évolue, elle aussi. Hein. Si on prend le secteur du commerce, par exemple, les modes de consommation ont beaucoup évolué ces dernières années.
Effectivement, on se déplace toujours encore au centre-ville, mais on commande aussi beaucoup sur Internet et puis on va aussi beaucoup dans les zones commerciales. Donc, comment faire face finalement à toutes ces évolutions, des changements environnementaux, hein, je dis aussi souvent, par exemple, on a les stations de moyenne montagne qui aujourd'hui sont confrontées à des changements climatiques. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'adapter et puis proposer une nouvelle offre? Toutes ces choses aujourd'hui impactent l'entreprise de façon beaucoup plus rapide qu'elle ne le faisait auparavant, et notamment par rapport aux évolutions technologiques. On va dire que la révolution du numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui impacte évidemment de façon très importante les entreprises. On l'évoquait l'autre jour, mais c'est vrai que cette évolution des métiers aussi, qui fait qu'on dit qu'aujourd'hui, on ne connaît pas 80% des métiers qui seront présents en 2030, nous montre aussi effectivement l'importance finalement de devenir effectivement agile et de pouvoir développer des compétences qui vont nous permettre finalement de toujours avoir une offre à proposer donc, sur le marché. 2030, c'est demain. Pardon ? 2030, c'est demain. C'est demain, absolument. Et c'est vrai qu'on voit effectivement on l'explique aussi beaucoup par la révolution numérique, justement, où à un moment donné, effectivement, on arriverait aujourd'hui maintenant dans le deuxième stade de la révolution numérique, notamment sous l'aspect intelligence artificielle, et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on aurait évidemment une mutation des métiers extrêmement importante. Voilà. Donc puis même, je dirais qu'aujourd'hui, on commence à avoir des métiers qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein. Si on prend un pilote de drone, alors je lisais l'autre jour aussi psy-designer, on va vraiment trouver des choses tout à fait nouvelles. Tout à fait. On peut prendre le métier de community manager. Community manager, il y a 15 ans, n'existait pas. Parce que les réseaux sociaux étaient à leur tout début. Donc, voilà. Oui, tout à fait. C'est l'exemple type, quoi. Comme pilote de drone, il y a 15 ans, ça n'existait pas, non? Ça n'existait pas, tout à fait. Et c'est vrai que ça pose question, hein, on va dire, sur la suite, et notamment par rapport à cette accélération. Je crois que c'est surtout ça la caractéristique aujourd'hui, c'est une accélération extrêmement importante. C'est ce qui nous amène vraiment à prendre les choses en main, je dirais, à ce niveau-là. Voilà. Donc, des collaborateurs qualifiés et compétents, des collaborateurs motivés. Et puis, pour l'entreprise, c'est aussi finalement un besoin de savoir et de connaître les personnes avec qui elle travaille. Et mieux, effectivement, elle connaîtra les personnes avec qui elle travaille sur l'ensemble des compétences dont ces personnes disposent, mieux elle pourra finalement agir et se positionner aussi. Donc, les trois axes que je vais donc aborder là, par rapport à ce sujet, c'est effectivement comment pour l'entreprise développer une vision anticipatrice, c'est-à-dire comment faire des prévisions, comment faire en sorte de prévoir l'avenir et de pouvoir à un moment donné m'adapter à cette situation. La notion du management, puisque le management, les pratiques, on va dire, managériales, n'ont pas d'autre choix que d'évoluer aujourd'hui. Donc, comment faire aujourd'hui pour pouvoir avoir un management qui soit mieux adapté? Et puis, troisième axe, c'est comment mieux gérer son parcours professionnel. En tout cas, devenir acteur, prendre les choses en main ou les reprendre en main pour pouvoir finalement décider de son propre parcours professionnel. Donc, comment développer donc une gestion anticipatrice? Donc, on va évoquer un terme que vous avez peut-être déjà entendu, peut-être même sûrement, hein, c'est ce qu'on appelle la GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, la connotation de ce terme au cours des dernières années a souvent été négative. On l'associait évidemment à tout ce qui était restructuration, plan social dans l'entreprise. Donc, entendre ce terme, c'est quelque chose qui, en général, n'était pas très intéressant et faisait surtout très peur parce que, évidemment, c'était synonyme de licenciement, etc. Seulement, donc, au cœur de cette démarche, il y a trois aspects donc, qui sont effectivement importants. Le premier étant effectivement la notion de plan stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce côté effectivement impératif, je dirais, pour toute entreprise et quelle que soit sa taille, parce que c'est vrai que cette démarche a été réservée et imposée je dirais, aux entreprises de plus de 300 salariés, hein, en moyenne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute entreprise, quelle que soit sa taille, a tout intérêt à adopter, je veux dire, cette démarche.
Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, si on peut développer une vision, si on peut effectivement développer des objectifs précis, eh bien, on va mieux savoir comment avancer et on va pouvoir justement identifier cette deuxième notion qui est cette notion d'écart, c'est de se dire, voilà, entre la situation actuelle et la situation future, comment est-ce que je peux mesurer finalement l'écart et quels sont aujourd'hui pour moi les moyens d'y arriver. Et puis, en ce qui concerne l'entreprise, c'est aussi cette notion donc d'implication du salarié, c'est-à-dire l'impliquer dans un projet d'évolution professionnelle au travers donc, du projet d'entreprise. Donc, je dirais cette démarche, c'est effectivement se poser donc 3 questions. Hein, c'est où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on va pouvoir y aller et quelles sont nos ressources en fait. Hein. Donc pour ça, on va, si on schématise ça par cette image, c'est effectivement dans l'entreprise, j'ai aujourd'hui finalement des effectifs, des compétences actuelles, mais j'ai déjà imaginé par rapport à ma vision stratégique et à mes objectifs qui sont fixés à court ou moyen terme en tout cas, un besoin en termes d'effectifs et de compétences futures. Et entre les deux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir effectivement peut-être des personnes qui vont prochainement partir en retraite. Alors, je parle de ce sujet parce que c'est souvent très important et on le constate en entreprise. Les personnes partent en retraite, mais elles partent avec tout leur savoir. Et on ne s'est pas forcément préoccupé suffisamment tôt de cette transmission et du fait de pouvoir aussi conserver tous ces savoirs qui sont effectivement très importants en interne. Donc, ça, c'est quelque chose où on peut se dire à un moment donné comment je peux agir si effectivement demain j'ai des personnes qui s'en vont, alors retraite, démission, mutation aussi bien sûr, hein, comment je vais pouvoir conserver finalement l'ensemble des compétences et des savoirs acquis par ces personnes et les conserver dans l'entreprise ou en tout cas les transmettre à des personnes qui pourraient reprendre ensuite les choses. En interne, ça peut être des polyvalences, de la formation. Et puis, par rapport aux besoins et compétences futures, comment je vais m'y prendre ? Je vais avoir besoin, effectivement, peut-être de recruter. Aujourd'hui, quand on parle de compétences technologiques, notamment, comment je peux prévoir, comment je peux anticiper aujourd'hui ces besoins et finalement commencer déjà à faire face à ces besoins de compétences. Donc, soit en recrutant des personnes qui sont à l'externe, bien sûr, soit effectivement en faisant évoluer des personnes en interne. Voilà, donc si vous voulez, cette notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à grande échelle ou à petite échelle, c'est se poser ces questions-là et de se dire aujourd'hui quelles compétences j'ai besoin de développer pour pouvoir effectivement répondre à une demande qui va évoluer. Et pour ça, on peut aussi s'inspirer, je dirais, en fonction du secteur d'activité, des études qui peuvent être proposées par les branches professionnelles. Donc, les études prospectives existent dans un bon nombre de domaines et c'est vrai que ça nécessite en plus de son activité quotidienne, effectivement, de réserver, je dirais, une part de son temps à cette réflexion, en tout cas, pour pouvoir s'adapter et aller dans le sens de ce qu'on souhaite développer pour les années à venir. Donc, un outil qui permet de faire face justement à cet enjeu en entreprise, c'est un levier d'action extrêmement intéressant, mais en plus obligatoire, puisqu'il est issu de la réforme de la formation de 2014 et il est renforcé par celle de septembre 2018. En fait, l'entretien professionnel, c'est un temps d'échange entre salariés et employeurs. Alors, les entretiens professionnels existent depuis les années 80 en entreprise. Ils pouvaient être réalisés à la demande des salariés. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif obligatoire puisque du coup, il va en fait permettre à la fois aux salariés et à l'employeur d'échanger et de partager finalement des perspectives professionnelles. Et notamment, ça va permettre effectivement d'installer, on va dire, une communication plus importante finalement sur la vision d'entreprise. Donc, ça va permettre aussi justement aux salariés de trouver plus de sens aussi dans ce qu'ils vont faire au quotidien, puisque partager une vision d'avenir, effectivement, ça donne du sens. Comme je dis toujours, quand on avance dans le brouillard, on ralentit. Eh bien, mettre de la clarté, c'est mieux. C'est mieux. C'est dangereux quand même. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc, ça va permettre effectivement donc, de partager cette vision d'avenir. Ça va permettre aussi d'engager des actions, de tenir compte finalement de
du projet, mais aussi des souhaits d'évolution des salariés. Et ça va permettre effectivement de développer la formation. Puisque si vous voulez, jusque-là, on avait effectivement, en ce qui concerne l'entreprise, un impératif de financement par rapport à la formation professionnelle. Donc, il fallait cotiser, mais l'obligation de formation, finalement, n'existait pas en tant que telle. Alors, aujourd'hui, par contre, effectivement, elle existe. Et sur chaque période de 6 ans, finalement, l'employeur va devoir justifier du fait qu'il a bien mis de la formation, donc qu'il a permis aux salariés de se former, ce qui est extrêmement important et ce qui oblige finalement du coup donc l'entreprise et les salariés donc à évoluer et à développer des compétences. Donc pour aller effectivement dans le sens de développer cette société de compétences, hein, qui est l'objectif principal. Si l'entreprise ne le fait pas, elle risque quoi? Alors, il y a plusieurs sanctions possibles, hein. C'est-à-dire que pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça représente, si on est en défaut hein, par rapport à ces obligations, ça représente un coût de 3 000 € par salarié quand même. Oui, quand même. C'est le coût d'une formation, grosso modo. Voilà, c'est ça. Pour faire simple, c'est le coût d'une formation. Voilà, c'est ça, absolument. Ouais. Donc, c'est un coût déjà financier, mais pour l'entreprise qui, elle, n'est pas est en dessous de 50 salariés, le risque aujourd'hui, c'est de se retrouver en défaut si, par exemple, il y a une rupture avec un salarié et qu'il y a une action qui est engagée derrière. Hein, puisque du coup, l'entreprise n'aura pas mis en œuvre, je veux dire, les moyens qu'elle était censée mettre en œuvre. Donc, il y a une obligation dans tous les cas. Voilà. Et la sanction peut venir du coup des juges, hein, et il peut aussi y avoir différents contrôles qui peuvent être faits, hein, bien évidemment. Oui, parce qu'aujourd'hui, une entreprise se doit d'amener ses salariés à être employables. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de... C'est pas parce que vous avez un salarié pour vous dans votre entreprise aujourd'hui à l'instant T. Demain, il doit être capable d'aller dans une entreprise d'un autre secteur d'activité, faire un métier complètement différent et c'est à vous de pouvoir le rendre souple et agile et employable. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais merci effectivement pour cette précision, ce qui est tout à fait juste et ce qui a amené aussi finalement le législateur à introduire ce dispositif parce que c'est la jurisprudence qui a fait évoluer les choses. Des personnes se sont retrouvées licenciées et ont eu gain de cause parce que pendant 10, 15 ou 20 ans, elles étaient employées dans une société sans avoir jamais bénéficié d'une seule formation, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que ça le met complètement donc, en évidence. Voilà. Donc, cette prestation, c'est un des axes effectivement que je propose, moi, au niveau de mon activité, c'est de proposer donc aux entreprises d'externaliser cette prestation, c'est-à-dire l'entretien professionnel. Et de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que réaliser les entretiens professionnels, c'est un dispositif qui est quand même relativement chronophage. Hein. Quand on parle de l'entretien professionnel du bilan à 6 ans, on est sur 1h30, voire 2 heures, hein, parfois par salarié. Et c'est vrai que pour lui, ça lui permet aussi, je dirais, de rester concentré sur son cœur de métier et de pouvoir justement je dirais, faire face à tous les impératifs, je veux dire, qu'il a à gérer au quotidien, sachant qu'aujourd'hui, on peut noter malgré tout que le manager se situe effectivement entre la direction et les salariés et effectivement a déjà effectivement une charge et beaucoup de choses à faire et que cela lui permet effectivement de pouvoir aussi confier finalement cette prestation à quelqu'un d'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi au contraire, il y a plusieurs manières de le voir et je respecte votre point de vue, hein, il n'y a pas de problème, mais je dirais que simplement, c'est aussi une marque d'attention et de considération que de avoir recours à quelqu'un qui va pouvoir se dédier à cette mission, dans le sens où aujourd'hui, notre rôle est vraiment, je dirais, au contraire, de savoir écouter, de savoir donner la parole, de savoir aussi proposer des conditions qui sont adéquates pour qu'effectivement la personne puisse s'exprimer. Cette notion stratégique, elle reste malgré tout extrêmement importante puisque c'est se dire aussi aujourd'hui comment est-ce que salariés finalement et managers et entreprises peuvent continuer à avancer ensemble. Quel est le chemin qu'on peut parcourir ensemble en fonction des aspirations et des projets de chacune des parties, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous le souhaitez, hein, Pascal.
Donc, le deuxième volet que je propose sur cette présentation, c'est effectivement comment pratiquer donc, un management adapté, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour revenir à cette fonction du management, c'est vraiment aujourd'hui un rôle très complexe dans les entreprises et les missions sont quand même extrêmement importantes. Il faut d'un côté effectivement faire face à la demande de la direction, c'est-à-dire remplir sa mission, réussir, on va dire, des objectifs, suivre un tableau de bord. C'est aussi au quotidien faire vivre un projet. Et c'est aussi effectivement donner de la vie, mobiliser. Et donc, on sait aujourd'hui très bien que finalement, c'est le management qui joue le rôle clé, on va dire, vis-à-vis des salariés de son service, et que c'est lui qui effectivement les emmène au quotidien dans des situations qui sont quand même pas toujours évidentes, avec des impératifs de production, des charges de travail qui peuvent être assez conséquentes. Donc, ce rôle, il est déjà extrêmement conséquent. Ce qu'on peut noter aussi aujourd'hui, c'est que l'attente des salariés évolue. On n'est plus aujourd'hui forcément sur les mêmes attentes qu'il y a 20 ou 30 ans. Quoi. Je veux dire, à l'époque, quand on cherchait un travail à 20 ou 30 ans, c'était pas forcément le premier objectif, je dois être heureux au travail, même si ça en faisait partie, bien sûr. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on doit s'adapter effectivement à cette évolution sociétale qui est effectivement qu'on a des attentes aujourd'hui beaucoup plus liées à la qualité de vie au travail, qu'on entend effectivement dans toutes les bouches, je dirais depuis 2010. C'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Et puis, l'arrivée aussi des nouvelles générations sur le marché du travail perturbe aussi un petit peu, je veux dire, la donne et amène aujourd'hui aussi bien les managers à se repositionner et à revoir aussi en partie peut-être leurs pratiques managériales pour certains, en tout cas quand les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Voilà. Donc, cette évolution des attentes, voilà, à titre d'exemple, elle est aussi celle-ci, si on source de la conférence de Julien Estier sur les nouvelles générations que je vous conseille, qui est très intéressante. C'est aussi effectivement des attentes qui sont, j'ai envie d'être écoutée aujourd'hui, j'ai envie d'être respectée et d'être considérée dans mon travail. On sait que la reconnaissance, c'est un des facteurs les plus importants parmi les attentes des salariés, aujourd'hui presque à hauteur de 80%. Ce qui ne correspond pas forcément à une reconnaissance financière, mais en tout cas une reconnaissance donc, en tant que personne qui contribue donc, à faire vivre un projet. Donc ces attentes sont aujourd'hui effectivement différentes. Donc juste rapidement par rapport à ces différentes générations, c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore aujourd'hui des personnes qui font partie de ce qu'on appelle les baby boomers, donc qui ont construit toute leur carrière professionnelle parfois pour certains et pour bon nombre d'entre eux dans la même entreprise, où il s'agissait effectivement de travailler dur, on travaille dur, et puis l'ascenseur social existe, on va prendre des responsabilités, on va devenir manager, cadre, etc. Ça, c'est la génération effectivement des personnes qui partiront finalement en retraite relativement prochainement. On a cette génération entre 65 et 80 où on a effectivement une priorité de carrière, c'est-à-dire la carrière est importante, on va aussi consacrer beaucoup de temps donc à sa carrière professionnelle. Et puis la génération donc Y qui elle aujourd'hui amène cette notion du numérique. Et puis aujourd'hui la position, en tout cas la relation face à l'autorité n'est plus la même, puisque effectivement, c'est un petit peu ce que tu disais Céline l'autre jour, un peu la génération des enfants rois, qui a tendance à poser beaucoup de questions, qui veut comprendre et qui a un petit peu moins envie qu'on lui impose des choses sans lui expliquer pourquoi. Donc voilà un petit peu cet aperçu, on va dire, des générations, et même si effectivement c'est un peu cliché, et que chaque personne, évidemment, on n'est pas là pour faire rentrer les gens dans des cases, mais c'est simplement pour donner, je dirais, des grandes lignes par rapport à ce qu'on peut noter par rapport à ces générations. Donc aujourd'hui, le manager, lui, va devoir faire vivre et travailler ces personnes ensemble, et aujourd'hui, évidemment, l'enjeu est différent puisque manager, effectivement, dans ces années, si on prend ces exemples plus anciens, c'était effectivement le manager, il détient l'autorité, il détient le pouvoir et le savoir, il va plutôt peut-être le garder pour justement asseoir son autorité. Aujourd'hui, ça ne correspond plus au schéma
de ce qui peut être attendu justement par les individus, je veux dire, qui travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement besoin de beaucoup plus de partage et les attentes sont évidemment différentes. Donc aujourd'hui, faire évoluer son mode de management, c'est pas forcément évident. Je dirais qu'on peut bien évidemment être très compétent, mais faire évoluer ses pratiques managériales, ça nécessite aussi bien d'apprendre, de développer ses compétences, de développer ses connaissances en communication, et puis de pouvoir, du coup, grâce à tout ça, faire évoluer finalement son mode de management pour aller vers quelque chose qui aujourd'hui soit, on va dire, peut-être moins hiérarchique, mais plus participatif, d'être effectivement dans cette optique de construire des projets, et d'être sur aujourd'hui une relation où on va peut-être procurer davantage de signes de reconnaissance finalement aux personnes avec qui on travaille, puisqu'on sait qu'aujourd'hui ça fait partie des attentes. Et donc reconnaissance ne veut pas forcément dire toujours oui, ok, tout va bien, pas de problème, non, pas du tout, mais au contraire savoir faire des retours et un feedback sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas aussi. C'est comment je peux permettre donc à la personne que j'encadre bien finalement d'évoluer, de grandir et de l'amener finalement à plus en plus d'autonomie, je veux dire, par rapport à son poste. Donc voilà un petit peu les axes du management tels qu'on souhaite aujourd'hui les faire évoluer dans l'entreprise pour évidemment, je dirais, permettre effectivement une meilleure implication et une meilleure adhésion aujourd'hui des salariés. Donc, la posture du manager idéal, si tant est qu'il y en ait une, c'est effectivement aujourd'hui une attente qui repose peut-être moins sur l'aspect institutionnel ou sur l'aspect effectivement de ce qu'on appelle la sagesse un peu des anciens qui se transmet, mais plus effectivement quelqu'un qui soit plus charismatique, si on peut dire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par charismatique? C'est effectivement justement quelqu'un qui va peut-être être plus pédagogue, plus communicant, qui va vraiment aider les autres à progresser, qui va les aider, les accompagner pour pouvoir effectivement les faire grandir. Et donc, c'est quelqu'un qui est accessible, qui va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus capable peut-être de dialoguer et d'entendre, puisqu'on note aussi en entreprise, comme le disent très bien les managers d'ailleurs aujourd'hui, ils partagent la vie de leurs salariés, mais je veux dire non seulement sur le plan professionnel, mais évidemment sur le plan personnel. Et aujourd'hui, tout un chacun vit aussi des difficultés, ça ne va pas toujours à la maison, etc. Et tout ça fait aussi partie du quotidien du manager qui, lui, est amené effectivement à accompagner les personnes dans leur situation globale, tant professionnelle finalement que personnelle. Voilà. Donc ce lien, je dirais, de proximité avec leurs salariés, ils l'ont de toute façon évidemment au quotidien. Voilà. Donc la formation est une réponse aussi à ce besoin de développement des compétences chez les managers, mais aujourd'hui la formation, je dirais qu'elle évolue et qu'on est aujourd'hui sur une visée beaucoup plus opérationnelle de la formation, c'est-à-dire un peu moins de transmission de savoir en tant que tel, mais aujourd'hui, c'est plutôt réfléchir à comment je vais pouvoir intégrer des éléments dans ma pratique et intégrer des changements pour aller vers quelque chose qui soit, on va dire, positif. Donc la formation telle que je la propose, effectivement, elle comprend toujours des situations concrètes. On échange sur la situation des personnes, on analyse la pratique, effectivement. On se met en situation aussi aujourd'hui pour pouvoir se confronter finalement à sa propre réalité. On développe des outils et puis on s'engage, c'est-à-dire que sans action aujourd'hui, il ne peut y avoir de changement ou on ne peut intégrer des savoirs si on ne passe pas à l'action. Donc c'est aussi toujours très important de pouvoir à la fin de chaque formation se dire quels outils je vais pouvoir mettre en place, quelles actions je vais pouvoir engager pour justement intégrer ces nouvelles connaissances. Donc, les sujets autour de la formation, ça reste évidemment la communication professionnelle, mais aussi tout ce qui va toucher, on va dire, l'accompagnement, par exemple, des nouveaux alternants, la formation de comment devenir tuteur en entreprise, comment devenir formateur occasionnel, par exemple, mais aussi tout ce qui touche à l'animation d'équipe, à la gestion de son temps, à la gestion de ses conflits. Ça, c'est un petit peu le domaine et les sujets qui sont abordés dans le cadre de la formation donc, qui est proposée donc, aux entreprises. Voilà.
Et puis, le troisième volet que j'aborde donc et qui est un axe effectivement de développement et de gestion des compétences, c'est comment gérer effectivement, comment mieux gérer aussi aujourd'hui son parcours professionnel, puisque effectivement, on peut être salarié, mais on ne va pas forcément rester salarié tout au long de sa vie, par exemple. Hein, Par exemple. C'est se dire, et on est bon nombre de personnes à l'avoir fait, hein, c'est effectivement de se dire, si effectivement je ne peux pas partager, continuer à partager en tout cas le chemin qui m'est proposé en entreprise, eh bien aujourd'hui, quelle solution j'ai et ça renvoie effectivement à cet objectif hein, qui est de cette liberté de choisir son avenir professionnel, mais plus forcément de le subir. Comment est-ce qu'aujourd'hui je deviens plus acteur de ce qui se passe dans ma vie sur le plan professionnel? Hein. Et ça veut dire aujourd'hui, bien effectivement, je suis peut-être dans une situation, il y a plusieurs cas possibles, hein, je suis peut-être à l'étroit dans ce que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne peux pas réaliser peut-être tout mon potentiel. Je me sens en difficulté puisque parfois le contexte global, managérial, relationnel ne me convient pas forcément, je ne suis pas forcément bien dans ce que je vis au quotidien. J'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Tiens, finalement, est-ce que je pourrais pas y réfléchir peut-être pour trouver plus d'épanouissement? Donc, on se pose un certain nombre de questions et aujourd'hui, une possibilité en tout cas pour prendre du recul et se donner les moyens d'étudier éventuellement un autre axe pour sa carrière professionnelle, c'est le bilan de compétences. Alors moi, je propose cette prestation dans le cadre d'un réseau national qui s'appelle Orientation, qui est donc leader hein, dans le domaine de l'évolution professionnelle et bien implanté, je veux dire, en France, plus de 130 cabinets aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a une évolution de ce réseau extrêmement importante, puisque aujourd'hui, il faut se dire ça, c'est qu'il y a effectivement une vraie demande aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, finalement, de reprendre un peu les choses en main, de se repositionner et en tout cas de prendre un temps pour soi, un temps de recul pour se dire est-ce que finalement aujourd'hui, comment est-ce que je peux continuer, comment est-ce que je peux aujourd'hui peut-être réfléchir à un autre projet professionnel. Et donc aujourd'hui, l'objectif effectivement du bilan de compétences tel qu'il est proposé donc à notre niveau, c'est effectivement de prendre justement un temps pour redéfinir ses aspirations, c'est-à-dire quel est le sens que je veux donner à ma carrière aujourd'hui, quels sont mes objectifs, comment est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir mieux répondre à mes besoins, à mes aspirations actuelles. On est dans un processus d'évolution. Ce qui nous convenait il y a 5 ou 10 ans ne nous convient peut-être plus forcément aujourd'hui, mais c'est à moi de savoir et de comprendre aujourd'hui pourquoi et comment je peux redéfinir les choses. Et puis à ce moment-là, effectivement, on est en capacité, hein, après cet accompagnement en bilan de compétences, justement de pouvoir définir un nouveau projet, de pouvoir formaliser un plan d'action et de dépasser donc des situations qui étaient problématiques. Soit parfois en changeant complètement de métier, en se lançant pourquoi pas dans la création d'entreprise, mais aussi en restant dans son propre emploi, en ayant mieux compris comment on peut se positionner à l'intérieur de son entreprise. Donc on a vraiment des réponses très concrètes qui peuvent être amenées par ce dispositif et là on est vraiment dans une gestion, on va dire, individuelle de son parcours professionnel. Voilà. Donc, pour terminer, juste quelques éléments de témoignage par rapport à cette prestation. Mais c'est vrai que le bilan de compétences, ça permet évidemment aussi de comprendre, par exemple, dans le premier témoignage, d'analyser certaines situations difficiles. Parce que l'idée, c'est pas non plus, quand on fait un bilan de compétences, simplement de se dire je vais partir comme ça, hop, je vais changer d'entreprise, prendre un nouveau poste, etc. C'est aussi comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis une situation qui est difficile. Pour pouvoir éviter de reproduire et de décaler un petit peu plus loin la même situation. C'est-à-dire, je change d'environnement, oui, pendant 6 mois, ça va mieux, mais finalement, je me retrouve au bout de 6 mois ou 1 an, je revis à nouveau des situations qui vont être compliquées. Donc, prendre un temps effectivement pour comprendre ces situations difficiles, ça c'est un des objectifs aussi du bilan de compétences tel qu'il est proposé. Et puis aussi, comprendre aussi à un moment donné qu'on peut effectivement, se sentir mieux, se retrouver effectivement davantage en accord avec ses aspirations actuelles. Et puis, je dirais aussi effectivement de vérifier finalement la cohérence, de la démarche
et puis de bien comprendre si effectivement on est en accord avec l'idée d'une reconversion professionnelle. C'est en tout cas prendre ce temps d'étude avant de se lancer peut-être dans quelque chose trop vite et puis de se rendre compte au bout de quelques temps qu'il fallait peut-être voir les choses autrement. Voilà un petit peu ce que je peux vous apporter comme élément par rapport au bilan de compétences pour terminer sur ce sujet. Donc les 3 facteurs effectivement en conclusion de ce sujet, de manager et de développer les compétences. Je dirais pour conclure, c'est qu'effectivement, qu'on soit une grande ou petite entreprise, c'est effectivement développer une gestion anticipatrice, c'est avoir une vision, développer une vision pour mieux comprendre et mieux piloter, je dirais, son entreprise. Mais c'est aussi, si on est manager et si on a une équipe à gérer, c'est aussi se dire aujourd'hui comment est-ce que je peux finalement mieux manager, développer des compétences qui vont permettre de mieux accompagner mes équipes et finalement d'obtenir plus de résultats, de permettre effectivement d'avoir plus d'implication, plus de motivation au niveau de mes équipes, peut-être moins d'absentéisme puisque on voit aujourd'hui effectivement que c'est problématique. Et puis enfin, à titre individuel, eh bien, comment aujourd'hui je peux prendre en charge, je dirais, ma propre évolution professionnelle et quels sont les moyens que je peux me donner aujourd'hui pour finalement mieux répondre à mon projet, à mes aspirations. Voilà pour cette présentation. Avez-vous des questions par rapport à tout ce que vous a dit Christine? C'est le moment. Oui, ça Elle ne mord pas. N'hésitez pas. Marie-Jo, Pascal, Céline. Moi, j'ai trouvé que c'était concis et à la fois clair. Là, je n'ai pas de question qui me vient à l'esprit pour l'instant. D'accord, entendu. N'hésitez pas, si vous avez des questions à l'avenir, Oui, voilà. à contacter Christine. Il n'y a pas de souci. Tu peux peut-être remettre tes coordonnées. C'était la première slide, je crois, où il y avait tes coordonnées. Alors, attends. Oui, donc là, j'ai pas mis le téléphone ou l'adresse mail, c'est vrai que j'aurais dû le mettre. Je donne mon numéro peut-être, 06 59 86 72 65 si vous souhaitez me contacter. Et puis sinon, c'est facile, j'ai une adresse mail qui est donc christine@danec, mon nom de famille.fr. Voilà, donc c'est tout simple à retenir. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Mais a priori, on n'a pas de questions, des Oui. compliments, mais pas de questions. Très Donc, bien. il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous, Christine, et vous également avoir assisté à ce webinaire. Vous souhaitez une très bonne journée et vous dire à très bientôt. Merci pour votre participation. Bonne journée à toutes également. Au revoir. Au revoir. Au revoir.